Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martin Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, bonsoir. Dans ce 100% politique, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Daniel Chaumet. Daniel Chaumet est conseiller régional, il est président de la commission développement durable, énergie, transport et énergie du conseil régional. Monsieur Chaumet, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, très bien, merci de me recevoir. Vous avez l'air en pleine forme. En pleine forme, et puis content de vous revoir. Ça fait près de 3 ans qu'on ne s'est pas vu, ce qui nous donnera l'occasion d'avoir, je pense, un échange fructueux. C'est vrai que nous nous sommes vus il y a 3 ans et que vous me disiez à ce moment-là ce que vous avez l'intention de faire. Aujourd'hui, vous êtes là depuis 3 ans, j'imagine que vous avez fait des choses. Tout à fait, puisque à l'époque, le grand sujet, en tout cas ce qui paraissait vous préoccuper, c'était la capacité d'un territoire insulaire de 1000 km², de 400 000 habitants, de démontrer par sa volonté politique sa capacité à orienter un vrai projet structurant dans le domaine des énergies renouvelables. Puisqu'à l'époque, nous étions, j'ai envie de dire, les petits derniers de l'outre-mer, à peine 2% d'énergie renouvelable introduite sur le réseau. C'était un axe fort du projet de Serge Letchimy dans notre campagne électorale. Ça a été des engagements, en tout cas des promesses très tenues, puisque nous avons en 3 ans, puisque nous sommes vus en 2011, créer ce qu'on appelle une vraie politique volontariste, ce qu'on appelle un plan régional de maîtrise de l'énergie, pour stimuler les acteurs de l'énergie dans le domaine clé, les études, accompagner des projets à venir. On a structuré la gouvernance, parce que c'est très bien d'avoir une politique volontariste, mais si on ne sait pas où on va, si on va subventionner du photovoltaïque sur les terres agricoles, il faut donner un cap, des orientations, c'est le rôle d'une collectivité, en élaborant ce qu'on appelle un SRCAE, qui est le document de planification qui est obligatoire, mais dans lequel nous avons mis une touche locale extrêmement importante, puisque la question de l'autonomie énergétique est devenue un sujet principal. Nous avons pris un acte politique majeur en matière de gouvernance, puisque nous avons saisi la possibilité d'avoir une habilitation. Cela veut dire que l'élu régional que je suis, mais l'ensemble des élus régionaux, peuvent adapter et fixer la règle dans le domaine de l'énergie. Et je pourrais vous donner quelques exemples très démonstrateurs de ce que cette possibilité est un instrument au service du développement, mais aussi de la responsabilité martiniquaise. Et puis, nous avons créé des outils. Parce qu'avoir une politique volontariste, avoir une ambition politique, c'est un bel bagage, mais ce ne sont pas des outils pour mettre ça en place. Ce n'est pas un cerveau et demi qui peut porter des projets que vous estimez à près de 300 millions d'euros pièce pour certains. Donc, nous avons créé une agence de l'énergie, c'est 9 ingénieurs martiniquais. Nous parlions avant l'antenne de l'intérêt qu'il y avait d'avoir des hommes et des femmes formés, près de 9 ingénieurs martiniquais qui accompagnent les collectivités, qui accompagnent les élus dans les prises de décision. Ce sont aussi c'est une compétence qui est localisée, qui est domiciliée ici, qui permet de pousser beaucoup plus loin le projet énergétique. Vous savez, souvent on prend l'exemple de La Réunion, on va dire en ligne de mire, 40% d'énergie renouvelable, mais Vergès, tu comprends, avant certains d'autres, depuis 10 ans, 15 ans, Vergès a créé une agence de l'énergie La Réunion. Et c'est aujourd'hui 30 Réunionnais qui accompagnent les politiques réunionnaises et qui font qu'aujourd'hui, ils ont ces résultats-là. Donc nous avons créé notre agence de l'énergie, que je préside, que je plaisir de présider, avec des partenaires publics, privés, et c'est important qu'ils y soient associés. Donc ça, c'est quelque chose qui accompagne les politiques. Et puis nous avons créé un instrument. Parce qu'il faut aussi, quand on fait des énergies renouvelables, faire l'acquisition et développer des projets. L'énergie thermique des mers, c'est 300 millions d'euros. La biomasse, c'est 150 millions d'euros. Ce n'est pas le rôle d'une collectivité de financer ce type de projet. Ce type de projets doivent se financer d'eux-mêmes. Par contre, c'est parce qu'ils sont stratégiques que la région a son mot à dire. Et c'est pour cela que nous avons créé Énergie de Martinique, qui est la société d'économie mixte qui porte l'ensemble des projets majeurs de notre collectivité, qu'il s'agisse de géothermie, c'est-à-dire l'énergie à partir de la chaleur de la terre, qu'il s'agisse de biomasse, l'énergie produite à partir des résidus organiques, plantes, toutes sortes de bagailles, avec une filière locale que nous souhaitons installer. Tout cela, encore une fois, avec ce qu'on peut appeler une triptyque, à la fois l'autonomie énergétique, on doit pouvoir être autonome du point de vue de l'énergie, faire de ce projet non pas une sorte de compétition technologique, ce n'est pas ça l'enjeu, mais c'est en faire un vrai instrument au service du développement et de l'entreprise martiniquaise. Et puis troisièmement, c'est participer à un enjeu mondial, planétaire, qui est celui de l'atténuation du changement climatique. Vous faites quoi dans la vie? Je suis un enseignant. Et vous enseignez quoi? La physique, et je suis heureux de faire cela. D'accord. La physique.
Avant, on était toujours prof de physique-chimie. Vous, c'est la physique seulement? En fait, je dis physique par déformation. Je suis prof de physique-chimie, mais j'ai fait d'abord des études de physique, mesure physique. Et vous enseignez la chimie ou pas? Aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle, parce que c'est une manière de tarte à la crème, on parle toujours de développement durable sans véritablement qu'on sache ce que ça veut dire. Développement durable, c'est qui ça? C'est un nouveau concept. Et c'est vrai que si vous en dites que c'est une tarte à la crème, moi je pense que c'est sans doute la voie d'un développement beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré pour des territoires comme les nôtres. Nous sommes l'exemple typique de ce que l'économie intensive, la monoculture, a créé à la fois des richesses, mais des richesses non redistribuées. C'est ce qu'on appelait la colonisation. Hein. On était un boyau, on consommait, on travaillait pour l'autre. Et notre seule existence n'était justifiée que par l'intérêt que nous pouvions garantir de la richesse pour d'autres. Il faut pouvoir sortir de ce type de logique de production qui concentre la richesse et dans lesquelles, j'ai envie de dire, les perspectives, on va dire, de soutenabilité, c'est-à-dire de pendant combien de temps cela peut-il durer, soient au cœur des décisions que nous prenons aujourd'hui. Poser la question du développement, mais aussi de la durabilité, c'est dire comment organiser un développement pour un territoire qui soit garanti pour le plus grand d'entre eux, donc il y a un volet économique, il y a un volet social, mais qui puisse dans le temps être soutenable pour les générations futures. Nous avons vu que la production de la banane telle qu'elle a été conçue sur les 30 dernières années est un développement qui n'est pas durable. Il a certes garanti de l'emploi pour 10 000 Martiniquais, il a permis de capturer des rentes économiques pour un petit nombre de producteurs, mais il a surtout pollué la Martinique pour près de 300 ans. Donc il faut pouvoir, non pas dire diaboliser la banane, mais rentrer dans des modes de production agricoles ou autres, l'énergie fossile c'est pareil, qui permettent à la fois de créer de l'activité, de la richesse, c'est nécessaire pour qu'un territoire se développe, mais que l'on fasse très attention et qu'on soit très vigilant sur ce qu'on appelle la sobriété de nos actes. Aujourd'hui, produire du pétrole, en tout cas consommer que du pétrole, cela dérègle la planète et cela crée des désordres à l'échelle de la planète, va déplacer des millions de personnes, va générer des guerres pour la maîtrise de l'eau qu'il faut pouvoir anticiper avant que nous arrivions à ces extrémités-là. Donc voilà l'idée d'un développement durable, c'est-à-dire un développement qui s'appuie sur les richesses, s'appuie sur un certain nombre de principes, mais qui a une préoccupation extrêmement importante sur la capacité de ces organisations, de ces systèmes, à se reproduire sans altérer ce qu'on peut appeler le potentiel de développement des générations futures. Il faut que mon travail va payer moins, mais il ne faut pas me condamner moins. Quand même. Kipling, qui était un colonialiste, mais enfin, disait la civilisation, c'est d'abord une route. La civilisation, c'est d'abord une route. Pour faire une route, on est souvent obligé d'abattre des arbres, de bétonner, vraiment d'en attenter, de faire un attentat contre la nature, si vous voulez. Comment est-ce que vous allez faire pour concilier développement et nature? Puisque nous sommes aujourd'hui très nombreux sur Terre, ce qui n'était pas le cas à l'époque, et nous sommes de plus en plus nombreux. C'est une bonne chose qu'on soit nombreux. Comment voulez-vous que l'homme puisse se développer en tant qu'être humain, en tant qu'espèce, sans toucher à la nature? Est-ce que vous pensez résolument que pour que l'homme se développe, il faut qu'il condamne l'existence même des générations futures? Je pense qu'on peut, sans être ni un religieux, ni un économiste, on peut considérer que nous avons une responsabilité. Hein, je crois que c'est... je vais retrouver la citation. Il faut pouvoir... On emprunte la terre. Nous sommes là sans trace donc à quitter. À l'échelle PIA, c'est vrai que cela doit nous condamner à changer de logique. J'ai appris, quand j'étais au collège et au lycée, qu'il n'y aurait jamais de fin au pétrole. Le pétrole était une ressource illimitée. Nous voyons aujourd'hui, d'une part, les désordres écologiques produits par une conception qui a considéré qu'on pouvait brûler tout et n'importe quoi et que cela ne poserait pas de problème. Cela est faux, cela est démontré, cela change le climat, cela pose des problèmes de santé publique et cela posera davantage de problèmes dans les générations futures. Et pire, c'est que avoir en tête les enjeux de préservation ne veut pas dire qu'il faut, comment dirais-je, exclure l'idée de vivre au travers de la nature. Je prends un exemple très concret, très martinico-martiniquais.
La réserve de la Caravelle, quand il a fallu la créer, quand ceux qui ont créé le parc naturel régional de la Martinique il y a près de 30 ans l'ont créé, c'est clair que localement il y a eu quelques conflits parce qu'on n'y ferait pas tout ce qu'on avait l'habitude de faire. Aujourd'hui, la réserve de la Caravelle, c'est près de 200 000 visites par an. Elle justifie à elle seule toute l'activité économique qu'il y a dans l'arrière-pays de Tartane et de Trinité. Est-ce que nous pouvons dire que les enjeux écologiques télescopent les enjeux de développement? Pas du tout. Il s'agit d'avoir, c'est là toute l'intelligence de cette approche développement durable, ce qu'on appelle une gestion concertée. La mangrove, c'est pareil. Aujourd'hui, nous avons une réserve de mangrove qui a disparu en près de 20 ans. Près de 80% de la mangrove martiniquaise se retrouve concentrée à Génipa, avec une pression. On voit bien qu'on veut aménager, on veut défricher. Mais si nous tirons les mangroves là, c'est la poisson qui a reproduit, qui m'a marin pêché demain matin, qui avait fait la pêche littorale. Mais il faut que moi accompagne marin pêcheur, vous pouvez comprendre ça. Il faut que moi baille polyactivité, ça veut dire que la journée peut faire la pêche, l'après-midi, il pêche à les touristes. Et que derrière, parce que j'ai préservé, j'ai une vigilance sur les enjeux naturels, je lui ai garanti une source de revenus complémentaire. Bien évidemment, à l'échelle de la planète, ces questions-là sont bien plus complexes. Mais je crois qu'il nous faut pouvoir agir, même s'il faut pouvoir penser global, il nous faut pouvoir agir localement, tirer ce type d'expérience. Et je crois que de ce point de vue, la Martinique, au travers de son projet de transition énergétique, de transition écologique, d'économie circulaire, comment un territoire de 1000 km² peut faire rentrer autant de déchets sans se préoccuper de la façon dont on va les traiter. Ce n'est pas supportable. La Martinique, c'est l'île aux fleurs, ce n'est pas l'île aux véhicules hors d'usage. Donc, il faut avoir non pas une approche de réaction, mais quelque chose qui est, de mon point de vue, beaucoup plus systémique, dans lequel on intègre les enjeux de confort, parce que les Martiniquais veulent avoir la télé, ils veulent avoir, non pas de la climatisation, mais en tout cas, un habitat qui est confortable. Ils veulent pouvoir se déplacer de manière moderne, sans avoir à prendre des embouteillages. Et il faut pouvoir concilier ces enjeux de développement, concilier ces enjeux de ce qu'on appelle le cadre de vie, avec l'idée que la nature est un allié pour y arriver. D'accord. Je rappelle que nous conversons avec M. Daniel Chaumet, qui est président de la commission développement durable, transport et énergie du Conseil régional, mais il est également président du parc naturel régional de la Martinique et président également du Grand Saint-Pierre. Non, pas président du Grand Saint-Pierre, c'est monsieur. Président de quoi? C'est-à-dire que le Grand Saint-Pierre, c'est l'affaire du président de région. Maintenant, pour opérer ce projet majeur qui est le Grand Saint-Pierre, pour redonner, on va dire, un éclat particulier à cette région du Nord, le parc naturel est pressenti pour accompagner la mise en œuvre et c'est dans ce cadre-là que le parc naturel intervient. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, j'ai bien compris qu'en 3 ans, vous avez mis en place l'Agence de l'énergie, vous avez employé 9 ingénieurs martiniquais, et puis vous avez obtenu une habilitation, c'est ça? Alors, on va aller un petit peu plus au fond quand même. Alors, le photovoltaïque, où est-ce qu'on en est? Le photovoltaïque, on a fait un progrès qui était que justement, avant notre arrivée, ce sont des lois qui étaient prises par 577 députés, sans doute de bonne foi, qui autorisaient que, justement, on fasse la compétition entre agriculture et énergie. Le photovoltaïque, sur les terres agricoles, ça rapportait, M. Laouché, 150 000 €, prends calculatrice là, 150 000 € par an et par hectare. 150 000 € de bénéfices. Non pas 10 chiffres d'affaires, mais du bénéfice. Vous pensez bien qu'à ce prix-là, des propriétaires, on connaît l'histoire de la propriété foncière dans ce pays, étaient très enclins à transformer une activité d'agriculteur, en tout cas de propriétaire de terres agricoles, en propriétaire de champs, ce qu'on peut appeler de champs de centrales photovoltaïques. Notre position, au-delà même des discours, a été de construire une réponse. On n'a pas dit non seulement, puisque des autorisations rendaient cela possible dans notre pays, aussi comme ça le rendait en France. Nous avons donc pris une habilitation qui a permis d'inscrire dans le droit martiniquais. Nous avons fixé une règle qui interdit dorénavant qu'il y ait des constructions de centrales photovoltaïques sur les terres agricoles ou les espaces naturels. C'est une conquête politique que nous devons, on va dire, à l'ensemble des élus martiniquais, mais qui est d'abord de la responsabilité du président de région qui a pris cette responsabilité de doter la Martinique d'une habilitation en matière d'énergie. Même sur les terres en friche, on ne peut pas faire de photovoltaïque. Mais d'un matin, je dis en friche après demain, il peut devenir agricole. Donc, à lancer un projet agriculture, ce n'est pas pour que nous ayons de plus en plus de terres en friche, c'est pour que nous gagnions les terres en friche là. Donc, nous avons dit qui est très simple.
ni assez espace en les décharges, ni assez espace en les supermarchés, ni assez espace en les bâtiments pour nous faire photovoltaïque et nous gagner l'argent. De mieux, nous a dit qu'il faut avoir une stratégie. C'est bien que nous ayons un projet, mais notre idée, c'est de substituer le pétrole à l'énergie renouvelable. Sortir d'une dépense. La dépense de pétrole par an, c'est 450 millions d'euros par an. 450 millions d'euros de facture de pétrole. Sortir de cette facture-là. C'est presque le budget du conseil régional. C'est presque le budget d'une collectivité pour ceux et celles qui nous écoutent. Donc sortir de cette facture énergétique hors aérien, je dis bien hors transport aérien, pour que nous puissions rentrer dans une logique de production à partir du soleil qui est gratuit, à partir de la température de la mer qui est gratuite, à partir de la chaleur terre qui est gratuite. Et c'est cela l'enjeu de notre transition énergétique. Au-delà de créer une agence UNICEM, c'est de transformer nos systèmes de production et que la Martinique soit un véritable producteur de connaissances et de savoir-faire. Je prends un exemple très concret. L'habilitation nous a aussi permis de définir ce qu'on appelait une réglementation thermique du bâtiment. Ah, ça ne va pas être compliqué. L'Ambouk a fait les Grenelles, les Sarkozy a fait les Grenelles en France. Grand bal combat, oui, on va faire la révolution, la transition, très bien. On permet à chaque citoyen français d'avoir, on va dire, des crédits d'impôt hein, pour isoler sa maison, très bien. Mais on l'isole de quoi? On l'isole du froid, quand lui il chauffe à l'intérieur. Ce n'est pas mon problème en tant que Martiniquais. Moi, mon problème, c'est que j'ai 30% d'électricité qui revient de la climatisation et qu'aucun Martiniquais n'est aidé pour avoir de l'isolation. Eh bien, nous prenons des dispositions en tant que responsables. Nous ne les prenons pas comme ça, nous les prenons parce qu'à côté, nous avons les techniciens qui nous accompagnent. Nous avons un tissu professionnel qui est vigilant. Et avec eux et pour eux, nous cherchons encore les meilleures solutions pour que demain matin, nous n'y en réglementation bâtiment, mais qui est adapté à pays, à sans pays tropical, sans pays insulaire, ni mounadon, ni clim. Et que ce soit l'entreprise martiniquaise qui puisse, on va dire, avoir ce génie-là. Et puis l'enjeu, c'est quoi? Parce que nous faisons l'école. C'est que nous attaquions le marché martiniquais, c'est une chose, mais nous attaquions le marché des 40 millions de Caribéens. C'est dans cela, dans cette coopération fonctionnelle que j'ai envie de m'investir, que je considère que notre génération doit s'investir. Je suis de cette génération qui a pensé, qui a considéré que l'étranger c'était la France. Mais je souhaite que mon fils résolument considère que l'étranger c'est d'abord la Caraïbe, même s'il ne doit pas renoncer à son identité européenne et son appartenance à la République. Je considère qu'il faut, et c'est parce que nous allons réussir ce genre de défi-là, que nous pourrons nous réapproprier ce que Césaire appelait notre géographie cordiale. Donc oui, il faut pouvoir avoir des enjeux, une vision politique, oui, il faut pouvoir avoir des outils, une agence, mais il faut avoir une conviction pour créer de vraies opportunités. Et je crois que ce projet de transition énergétique, je fais partie de ceux qui considèrent que, malheureusement, peut-être, les nouvelles marges de manœuvre en matière d'emploi, de création de richesse et d'activité ne sont pas dans le fonctionnariat. Je suis un fonctionnaire. Elles ne sont sans doute pas dans la banane. Elles sont résolument dans notre capacité à faire de notre richesse naturelle, qu'elle soit génétique, écologique, énergétique, un vrai levier de développement pour nous inscrire résolument dans ce que j'appelle la mutation du XXIe siècle. Alors, où en est-on donc au niveau du photovoltaïque? Est-ce que ça produit quelque chose? Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il y en a? On a cessé les activités sur les terres agricoles. Par contre, pour compléter cela, on accompagne des projets de toiture solaire chez les particuliers. On fait cela de manière expérimentale. Pourquoi? Parce que avant d'accompagner puissamment du photovoltaïque chez les particuliers, on doit tester un certain nombre de critères techniques. Est-ce qu'on fait et on garde pour soi l'électricité? Est-ce qu'on fait et on le revend? Est-ce que l'on produit l'électricité et on stocke? Donc nous avons justement avec l'agence, on fait du monitoring, nous testons ces résultats pour qu'à terme, en Martinique, nous puissions dire mais voilà la direction que nous voulons prendre. Et puis viendra un sujet, celui du véhicule électrique. Attendez. Donc, photovoltaïque. Pourquoi? Parce que le président de région, lorsqu'il avait refusé qu'un certain nombre de grands propriétaires plantent leur terre avec du photovoltaïque. Il a planté photovoltaïque, c'est une belle façon de voir les choses. Non, mais c'est vrai. C'est une image. C'est une image. Avait dit, mais non, il faut qu'on aille sur les toits. Exactement. C'est ce que et commencer par les toits d'établissements publics. Bon. Et je ne vois pas tellement ça. Alors vous voyez mal, nous travaillons sur... Nous avons passé dernièrement en plénière 3 délibérations. Une où est-ce que nous allons faire de la recherche justement pour penser à ce qu'on appelle au stockage. Et puis deux séries de délibérations qui nous permettent en tant que collectivité régionale, sur les établissements de la région, d'être une collectivité exemplaire. Mais encore une fois, si on a des stratégies comme ça, déconnecter les enjeux financiers, j'ai envie de dire, on peut dépenser beaucoup d'argent et le regretter. Faire une location simple, ça n'a pas véritablement d'intérêt. Par contre, avoir des partenariats qui permettent à des entreprises privées
d'optimiser ce qu'on appelle vos moyens de production tout en vous garantissant des revenus. C'est cela que nous a fait. Donc nous travaillons d'abord sur notre patrimoine. Maintenant, encore une fois, M. Laouché, malheureusement, dans l'esprit de beaucoup de Martiniquais, et sans doute de beaucoup de journalistes, quand on parle d'énergie renouvelable, ils pensent au photovoltaïque. Le photovoltaïque, dans le meilleur des cas, ne résoudra qu'à peine 5 à 10% du besoin des Martiniquais. Je dis bien 5 à 10%. Ce qui veut dire que les sujets sont ailleurs. Les sujets, c'est quoi? Vous parliez tout à l'heure de sacrifice écologique. C'est la géothermie. Attendez, on va les prendre, il y en a pris l'autre. Il y en a pris l'autre, la géothermie. Attendez, on n'a pas fini. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de bâtiments publics qui ont le toit couvert de photovoltaïque? Il y a des programmes qui sont lancés. Il y a des programmes qui sont lancés parce qu'encore une fois, l'instabilité des politiques nationales en matière de financement, on est passé à une époque de 48 centimes le kilowatt, à 30, à 20, aujourd'hui on est à près de 12. Donc, à totalement déstabiliser les acteurs locaux en matière de photovoltaïque. Donc, ils se remettent en santé, et c'est d'ailleurs par la commande publique que ces programmes sont renouvelés, qu'il s'agisse des particuliers, mais aussi des bâtiments de la région. Et qui est-ce qui fabrique les panneaux? Bonne question. Bonne question. Vous savez, les panneaux, ils ne sont pas fabriqués en Martinique, et c'est d'ailleurs l'un des enjeux. Le président Letchimy a dans son programme une volonté de faire ce qu'on appelle un arrière-pays industriel, avec des zones d'activité thématiques, au Lamentin sur la biodiversité, à Sainte-Marie sur l'énergie. Et nous voulons, et nous travaillons aujourd'hui à installer un acteur qui produira des panneaux photovoltaïques sur place, qui produira des chauffe-eau solaires. Vous savez, à La Réunion, on installe 10 000 chauffe-eau solaires par an. Donc, comme nous sommes arrivés aux affaires, on installait à peine 700 à 1000. Aujourd'hui, par l'aide régionale, nous sommes à près de 2000. C'est parce que nous passons à 2000 que quelqu'un, on va dire un acteur, un investisseur martiniquais, tiens, dit voilà, là il y a peut-être des marges, et peut-être que si on fait très bien les chauffe-eau solaires ici, nous pourrons très bien les vendre à la Dominique, à Sainte-Lucie. Donc nous sommes vraiment dans une stratégie qui vise, on va dire ce qu'on appelle la sobriété écologique, mais qui nous donne l'occasion de créer de l'activité, créer du savoir-faire avec de ce qu'on appelle de l'emploi non délocalisable. D'accord. Photovoltaïque, passons à l'éolien, si vous voulez bien, parce que c'est les choses les plus simples que les Martiniquais connaissent mieux que la géothermie. On y viendra. Est-ce qu'on peut imaginer, moi j'habite le quartier Renéville, qu'on puisse imaginer que puisse s'installer dans chaque quartier des éoliennes et puis du photovoltaïque et que le quartier puisse devenir autonome en matière d'électricité? Est-ce que c'est idiot? Pas du tout. C'est vrai. Vous savez, là, on est au cœur d'une réflexion qui était à la fois, on va dire, citoyenne, hein, mais qui est un enjeu technique. Sans rentrer dans trop de technicité, un réseau, c'est bouclé. Hein, il est en boucle là-dedans. De sorte que, et puis on met des moyens de production, on va dire, en ligne, de sorte que l'oli met l'ignore, qui a couteau là ou à pour là, pas éteint. Aujourd'hui, nous avons, parce que EDF en a décidé ainsi, parce qu'il était les seuls à pouvoir décider dans le cadre de la loi, un système qui est très centralisé, pour faire les choses très schématiquement. Et tout le combat, d'ailleurs, qui est politique, c'est que la collectivité, parce qu'elle aura du mal à faire des choix comme ce que vous évoquez, si on ne peut pas agir sur le réseau. Et ça a été une conquête de la nouvelle habilitation que nous avons demandée. Et d'ailleurs, le législateur n'était pas très favorable à ce que les Martiniquais puissent dire leur mot sur le réseau. Parce que configurer le réseau, c'est configurer les potentialités à venir. Avoir des quartiers isolés, avoir tel ou tel type de mode de production à tel endroit. Et donc nous avons gagné ce combat-là. Nous travaillons à ce qu'on ait, on va dire, des quartiers écologiques avec certains maires. C'est très important. Mais l'idée, encore une fois, à terme, ce n'est pas de dire pourquoi pas de l'éolien là, pourquoi pas, c'est comment concevoir un système électrique qui ne fasse pas, on va dire, la guerre entre la terre et le photovoltaïque, la guerre entre l'esthétique et l'éolien, la guerre entre les espaces naturels et la géothermie, mais qui combine tous les potentiels que nous avons, et ils sont nombreux, pour permettre aux usagers martiniquais de disposer de deux choses. D'une énergie de base non polluante, ou la moins polluante possible, et une énergie de base à un tarif raisonnable. Il y a une question que vous n'avez pas abordée, M. Laouché, c'est qu'aujourd'hui, pour Pélimé-Limio ici, pour Pélimé-Limio Bocayo, le contribuable martiniquais, en tout cas les contribuables martiniquais, bénéficient de ce qu'on appelle la CSPE. C'est qui ça, la CSPE? Sans taxe qu'a collecté, on l'est toute la France. Notamment ici, mais qui permettent martiniquais d'acheter l'électricité au même prix du nucléaire. C'est-à-dire, ça a coûté 150 millions d'euros par an. Quand on met Guadeloupe, Martinique, Réunion, Corse, ça coûte 2 milliards d'euros par an.
pendant combien de temps pourrons-nous avoir, on va dire, cette possibilité-là? Ce n'est pas le cas pour nous. Nous payons déjà l'eau la plus chère de France. Ce que vous voulez dire, c'est que notre électricité est subventionnée. Elle est subventionnée. Et ce que je veux dire, cela coûte très cher. Alors, toute la démarche que nous menons, plutôt que d'être, on va dire, en aval, de réagir, nous disons, ces 2 milliards qui ne servent qu'à brûler du carbone, qui ne créent pas d'activité nouvelle, qui grèvent le potentiel de développement de la planète, investissons-les dans des projets majeurs, que sont la géothermie, que sont la recherche, pour avoir des quartiers qu'on appelle des quartiers alternatifs, pour que nos territoires puissent devenir de vraies vitrines en matière d'innovation, réglementation thermique, en matière de transport. Il faut qu'il n'y ait pas les transports. Si chaque Martiniquais branche un véhicule électrique, c'est 1 gigawatt. C'est 4 fois plus que ce qu'on peut produire. Donc il y a véritablement des chantiers extraordinaires à ouvrir. Et c'est là toute la pertinence de notre projet. Ségolène Roy, elle est venue en Martinique, c'est très bien. Elle a des relations cordiales avec notre président de région. Mais elle est d'abord venue en Martinique parce que notre projet de transition énergétique, et je vous le dis sans fanfaronnerie, est à bien des égards un projet exemplaire à l'échelon de la France. Il est exemplaire par sa structuration, par sa pertinence et notre capacité, dans les 10-20 ans qui viennent, à résolument être des leaders en matière d'énergie renouvelable. Alors, où en est l'éolien en Martinique? L'éolien, mais pas plus tard que demain, nous recevons un porteur de projet qui est en cours de finalisation. Nous serons le premier territoire d'outre-mer où est-ce qu'on aura de l'éolien stocké. Ça veut dire que le photovoltaïque, comme l'éolien, sont ce qu'on appelle les énergies intermittentes. L'année soleil, où il y a une électricité, mais l'eau pas ni soleil, pas ni. Éolien, c'est même pas grave, l'année vent ou ni, l'eau pas ni vent, pas qu'à tourner. Donc, tout l'enjeu à terme, c'est de stocker dans des systèmes de batteries, qui ne sont pas les petites batteries de nos voitures, mais en tout cas qui s'inspirent beaucoup des technologies actuelles des véhicules électriques. Et nous allons stocker, donc on a un projet en cours de réalisation avec près de 12 mégawatts. 12 mégawatts, c'est quoi? C'est l'équivalent de 12 communes comme le Vauclin, en besoin que nous allons pouvoir stocker dans le Grand Nord et à partir de là, créer de l'activité, mais aussi créer un savoir-faire que nous pourrons exporter en dehors de la Martinique. Où est-ce que les éoliennes vont être implantées? Grand-Rivière. À Grand-Rivière. Pourquoi Grand-Rivière? Parce qu'encore une fois, il faut faire avec le potentiel du vent. Initialement, le champ devait avoir près d'une douzaine de mâts. L'une des recommandations que nous avons eues, c'est qu'il est de ce point de vue, on va une vraie vigilance par rapport à la question de l'esthétique. Je ne peux pas être moi-même président de la commission qui développe l'énergie et puis ne pas être conscient des enjeux paysagers. Donc, travailler beaucoup aux enjeux paysagers. Je rappelle que ce projet avait déjà toutes ces autorisations. Ça veut dire que si vous avez les faits éoliens, ni 3 ans, t'es qu'à faire. La détermination politique que nous avons eue à dire très clairement non au photovoltaïque sur les terres agricoles l'a amené à venir nous voir et à ce qu'il s'assure, on va dire, de l'intérêt de la collectivité pour la mise en œuvre de ces projets. Je tiens quand même à saluer. Vous savez, des fois, souvent, on a des exemples pas forcément rassurants de ce que des oppositions, fussent-elles politiques, peuvent à des moments construire ensemble. Moi, je tiens à dire que dans la commission développement durable dans laquelle je participe, ce projet, comme beaucoup d'autres, a fait débat. On a cherché à faire le meilleur compromis entre l'enjeu paysager, l'enjeu écologique, mais aussi l'enjeu énergétique. Et aujourd'hui, on a unanimité pour soutenir ce projet, alors que la région n'a pas d'autorisation formelle à donner, alors que la région n'est pas un contributeur financier à ce projet, mais c'est simplement que l'acteur a observé que notre majorité politique se sent très concernée par le devenir des projets énergétiques et a voulu s'assurer qu'il rentrait bien dans ce qu'on appelle notre SRCAE, Schéma Régional Climat Air Énergie. Ce porteur de projet, j'imagine que c'est un jeune Martiniquais diplômé et dynamique. Pas du tout. Pour ce cas-là, non. Très bien, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que vous pouvez nous dire... Les acteurs de la SEM sont des jeunes Martiniquais. Où ils trouvent de l'argent s'il n'y a pas de contribution financière de la région? Est-ce qu'il y a une contribution financière de l'Europe? Pour certains, oui. Non, pour celui-là. Pour celui-là, de mémoire, oui. Mais encore une fois, ce sont des projets qui se rémunèrent eux-mêmes. Je veux dire, est-ce que les banques l'ont suivi dans ce projet? Des banques le soutiennent, des privés le soutiennent, il apporte ses fonds propres, il bénéficie de fonds publics, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a quand même des projets à l'échelle nationale et locale qui permettent à tout citoyen d'être soutenu. Aujourd'hui, la SEM fait des projets. Est-ce que ce sont des banques martiniquaises qui le soutiennent? Non, ce ne sont pas des banques locales. D'accord. Non, mais c'est important, parce que comme c'est
un secteur innovant, je me dis que les banques doivent être frileuses. Il y a sans doute un... Doivent être frileuses et ça Oui et non, oui et non. Enfin, les banques en Martinique, je veux dire. Aujourd'hui, je dis oui et non, il faut tempérer. Encore une fois, je crois beaucoup à la pédagogie par l'exemple. Et c'est parce que notre projet est crédible et que ce qu'on appelle la bancabilité des projets paraît visible. Le rôle d'une banque, c'est pas vous retenir parce qu'elle dit, bon, on connaît tout là où j'ai, donc à boîtier pour nous, mais là, beaucoup en travail. Aujourd'hui, le Crédit Agricole, pour ne citer que celui-là, a fait le choix à prendre des participations significatives dans la SEM, c'est-à-dire la Société d'économie mixte que nous avons créée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des banquiers de la place en Martinique ont considéré que le projet que nous avions garantissait à la fois la rentabilité, mais aussi il garantissait... Attendez, on ne prend pas beaucoup de risques en prêtant à une région. Pas du tout. On prend plus de risques. Vous faites une caricature. On fait un partenariat public-privé, ce qu'on appelle une SEM. Oui. Ça veut dire qu'il y a des acteurs privés, il y a des acteurs publics. Maintenant, ne me dites pas qu'on ne prend pas de risque, parce que ni SEM qui paie de l'argent, vous savez ça. D'accord? Ni SEM qui paie de bon l'argent. Donc aujourd'hui, vous avez un banquier de la place, que j'ai nommé, qui fait le choix, vous ne dites pas, il ne prend pas de risque, tant mieux. En tout cas, ce qui prouve que notre action comment dirais-je, est crédible, qui fait le choix d'investir des moyens financiers parce qu'il croit au projet géothermie, parce qu'il croit au projet développement des énergies renouvelables, parce qu'il croit au projet biomasse. Et je pense qu'il faut que l'on ait une réflexion à terme, à plus long terme, sur notre capacité à mobiliser des moyens financiers locaux. Les Martiniquais, on va dire, économisent beaucoup pour affecter une partie de ces fonds au développement de la Martinique. Mais cette démarche-là, vous savez bien, elle dépasse la simple question de l'énergie. Donc, les mâts éoliens, pour les éoliennes, il y en aura combien à Grand-Rivière et sur combien d'hectares? Alors, c'est un projet sur 6 hectares qui ne compromet pas, on va dire, l'activité agricole en dessous. Ce sont 8 mâts. 8 mâts, d'accord. Et ce sera sous les terres agricoles où on continuera à faire de l'agriculture? Totalement, c'était le préalable, puisqu'il y a l'avantage, si on peut trouver un avantage avec l'éolien et le photovoltaïque, c'est que l'éolien en rien ne gêne l'activité agricole à ses pieds. D'ailleurs, l'affectation de ces terres est restée à vocation agricole. Et je crois que, et mon vocation, j'ai Duville, qui boutrait pour nous meilleurs, qui a deux commissions, ont été à mes côtés, on va dire des contributeurs pour que ce projet soit à la fois un projet exemplaire, parce que c'est aussi donné au nord de l'énergie. Quand on parle d'aménagement, quand on parle de zone d'activité, si vous n'êtes pas en mesure d'apporter de l'électricité, de sécuriser l'électricité, qui viendra avoir une zone d'activité dans le Grand Nord? Donc c'est aussi donner les moyens énergétiques au Grand Nord d'avoir des projets. Et moi je suis très fier que nous ayons pu, de manière très lucide et de manière très responsable, mobiliser, on va dire, ce qui pour nous va dans le sens de l'intérêt des Martiniquais. Ça va démarrer dans combien de temps? D'ici 1 an et demi, les travaux sont là, les travaux techniques sont en train d'être finalisés, il y a des contacts qui sont pris. Et vous allez pouvoir, avec ces éoliennes-là, alimenter combien de foyers martiniquais? Est-ce que 12 mégawatts, c'est près de 12 000 personnes. 12 000 personnes. Donc c'est significatif. D'accord. D'accord, c'est plusieurs communes. C'est plusieurs communes, exactement. Plusieurs petites communes. Dans le Nord, il faut à quoi bon produire au-delà des besoins. Dans le Nord, c'est des petites communes, mais c'est aussi garanti. Vous savez, dans le Nord, ils se plaignent souvent qu'ils sont en bout de chaîne et en bout de réseau. Donc, il y a beaucoup de variations. Bon, le physicien que c'est pour expliquer ça, c'est pouvoir avoir des moyens de production en bout de ligne pour éviter que ces moments qui, dans le Nord, ni frigidaire, téléo qui crasent chaque lac ni en surtension. Bien, photovoltaïque, éolien, qu'est-ce que c'est que la géothermie? Parce qu'on parle beaucoup de ça, mais on ne sait pas trop ce que c'est. La géothermie, c'est l'or vert de demain. C'est transformer la chaleur, nous sommes une terre volcanique, c'est transformer la chaleur en électricité. C'est à partir de la chaleur de la terre, comment créer de l'électricité. Nous avons 2 gisements remarquables, un sur les flancs de la montagne Pelée, au Morne Rouge, et un sur les flancs on va dire, des Anses d'Arles et Diamants. Et aujourd'hui, donc il y a eu anciennement des travaux qui ont été faits pour étudier le potentiel, parce qu'il faut qu'il y ait à la fois la température, mais aussi qu'il y ait la taille du gisement. Une fois qu'on a ça, il faut rentrer encore dans les détails pour savoir si le gisement là pour 1 an ou pour 20 ans. Sinon, personne, y compris les banques bienfaitrices, ne viendront pas investir un copec ni 1 euro sur un gisement qui n'est pas viable. Donc, des études ont été faites, nous les avons complétées, notre majorité a eu le mérite de les compléter. Nous sommes là dans une phase extrêmement importante puisque nous allons contractualiser
pour garantir l'exclusivité de l'exploitation de ces gisements à notre SEM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mon pays qui a valorisé géothermie Martinique. Et ça me permet de rebondir sur un incident, à la fois politique et diplomatique, puisqu'il était prévu il y a 3 ans que EDF, à la Dominique, construise une centrale géothermique qui avait vocation à fournir 50 MW pour la Martinique et 50 MW pour la Guadeloupe. 2 présidents de collectivités très impliqués, en tout cas le nôtre, très impliqué vis-à-vis, on va dire, des acteurs de la Caraïbe, mais particulièrement vis-à-vis du ministre de l'Énergie de la Dominique, mais aussi du Premier ministre de la Dominique. Que se passe-t-il? Fukushima. La France doit faire des économies à l'échelle planétaire sur son, on va dire, son patrimoine nucléaire, près de 7 milliards par an. Que décide l'ancien directeur d'EDF qui a changé? Moi, je suis à 7 milliards d'économies par an. Oui, oui. Que décide Poglio? Il dit, ce projet n'est pas assez rentable. Je dis bien, il n'est pas assez rentable. Donc ce qu'on nous reproche au projet de la géothermie en Dominique, c'est qu'il n'était pas assez rentable. Eh bien, nous n'avions que nos yeux pour pleurer. Parce que nous n'étions pas au cœur de l'action publique à ce moment-là. Nous n'y étions pas encore prêts. Eh bien, entre-temps, on a créé notre SEM. Et aujourd'hui, la SEM créée par les élus martiniquais est en mesure de s'adosser à des acteurs majeurs, des leaders mondiaux qui ont démontré leur savoir-faire en matière de géothermie pour garantir à la fois la solvabilité et la faisabilité d'un tel projet. C'est cela l'enjeu de demain. Eh bien, le faire à la Dominique, c'est une chose, mais je rêve de voir de la géothermie en Martinique. La géothermie, on parlait de... Vous êtes sûr, enfin, les études ont déjà été faites, ça existe. Les études sont qualifiées, elles ont été faites depuis à l'époque de l'ancien président de région qui avait identifié les températures. Il y avait 3 gisements, un aux Anses d'Arléens, un au Morne-Rouge et un près de la Galéria, je ne vais pas faire de publicité, qui est ce qu'on appelle basse enthalpie, ça veut dire basse température. Donc, épita, on ne peut pas faire électricité, par contre, on peut faire climatisation, on peut faire froid. Donc nous réfléchissons à toutes les valorisations possibles. L'enjeu, c'est que nous sommes là face à des gisements qui permettront, dans près de 5 ans, de produire des quantités significatives d'énergie de base. Et ça, c'est un enjeu majeur pour demain. Les maîtres d'œuvre, ce seront des grosses sociétés multinationales. Non, la SEM, Énergie de Martinique. Oui, mais vous me parlez de gens qui s'y connaissent, qui ont une bonne expérience, c'est pas vous. Vous savez, encore une fois, il est illusoire de croire qu'on devient un expert technologique parce qu'on l'a décrété. D'accord? Donc il faut le temps d'apprentissage. Nous avons créé un outil qui est une SEM, qui s'adosse à ce qu'on appelle des exploitants. C'est un métier. Forêt à près de 2 km de profondeur, c'est un métier. Ce n'est pas le nôtre. Il y a des acteurs en Islande, dans la Caraïbe, qui savent le faire. Produire de l'électricité à partir des gaz chauds, c'est un autre métier. Nous considérons que nous allons être à la tête d'un consortium, ça va éclairer votre question, nous allons piloter cette affaire-là, puisque nous sommes en action majoritaire dans la société d'économie mixte, pour faire en sorte que les enjeux stratégiques de ces questions n'échappent pas à la vigilance des Martiniquais. C'est ça le défi de demain. Et je ne désespère pas, M. Larouché, puisque, encore une fois, Chinois qui apprennent faire Airbus, que justement parce que je me serais frotté à cette compétence, je me serais frotté à cette expertise, que Tiche ou Béchouin, demain matin, soient des producteurs de géothermie dans un gisement qui est un gisement remarquable, qui est celui de la Caraïbe. Je vous dis ça parce qu'il y a des gens très compétents qui gèrent notre eau. Parce que nous n'avons pas la compétence. Le résultat, c'est que nous avons, vous l'avez dit tout à l'heure, l'eau la plus chère du monde. Alors je me demande... Pas du monde quand même, de France. Pas du monde, de France. De France. On a les records du monde du cancer de la prostate pour le prix de une des plus chères du monde. Une des plus chères de France. C'est ça le résultat de leur gestion. Qu'est-ce qui vous garantit que ce ne sera pas la même chose? Lamentable. Mais attends, laissez mon propos. Laissez-le aller jusqu'au bout. Monsieur Larouché, vous êtes un homme dangereux. C'est votre émission, donc vous direz ce que vous voulez. Vous êtes un homme suffisamment intelligent. Je ne peux pas vous laisser dire une chose aussi abominable à laquelle vous-même ne croyez pas. Comment pouvez-vous laisser dire? Je peux vous laisser dire que nous avons l'eau la plus chère du monde parce que c'est nous qu'à gérer. C'est pas nous qu'à gérer. Non, c'est pas nous qu'à gérer. Justement, elle est en grande partie gérée par la Lyonnaise des Eaux. Faux. Alors expliquez-moi. Les communes, historiquement, ce sont les communes qui ont la compétence en matière d'eau. Cette compétence a été transférée à ce qu'on appelle des syndicats. Non, c'est plus complexe. La gouvernance de l'eau, elle vaut ce qu'elle vaut en France, mais je pense que beaucoup de pays s'en inspirent. Parce qu'à mon avis, elle est très équilibrée. Elle a été transférée à des syndicats. C'est des élus martiniquais.
à la CACEM, Oui. il y a Odyssey, la Oui. ville de Fort-de-France. Historiquement, alors peut-être que ces été mis en sorte de préscience, y compris dans le domaine de la question de l'eau, il a considéré que cette question était suffisamment stratégique pour ne pas la transférer au domaine privé. Donc la CACEM, en tout cas la ville de Fort-de-France, a créé sa fameuse régie d'eau qui est devenue Odyssey, qui aujourd'hui gère l'eau de manière publique pour le compte de la ville de Chelcher, Lamentin, Saint-Joseph et Fort-de-France. Les syndicats de communes du Sud, le SIG, du Nord-Atlantique SNA ou du Nord-Caraïbes, SCNO, ont fait le choix, et c'est un autre métier, donc si la compétence est au syndicat, de transférer ce qu'on appelle l'exploitation à des privés. Et c'est là souvent que les problèmes viennent. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez une contractualisation avec des privés que vous ne restez pas exigeant. Et de ce point de vue, je suis président du comité de bassin, je n'ai pas l'habitude de mettre, sans faire de jeu de mots, de l'eau dans mon vin. Je ne mets pas d'eau dans mon vin, j'ai pour habitude de dire ce que je pense et de penser ce que je dis. Hein. Alors, je considère que sur ces questions-là, il y a eu des défaillances d'abord parmi nous-mêmes. D'abord parmi nous-mêmes. Il y a eu du laisser-faire d'abord parmi nous-mêmes. Et l'orga qui était Diabla fait, eh bien Diabla a pied. Alors, ne faisons pas le reproche au privé d'avoir l'appétence d'un acteur privé. Par contre, exigeons de l'acteur public d'avoir toute la lucidité sur les contrats qu'il établit pour le compte des Martiniquais pour gérer une ressource en eau de manière beaucoup plus lucide. Je considère que sur ces questions-là, il y a eu des défaillances chez nous. Il y a eu peut-être un manque de vigilance, un manque d'anticipation. On peut le comprendre parce qu'il avait sans doute d'autres urgences à traiter. Mais il y a un problème historique qui est celui, et ça, là j'accuse l'État français quand on parle de réparation. Là, j'accuse et j'assume. Les lois sur l'eau ont été créées il y a près de 50 ans, dans les années 60, qui créent ce qu'on appelle les agences de l'eau. Les agences de l'eau n'ont pas trouvé d'issue en Martinique. Elles ont été créées, en tout cas notre office a été créé il y a près de 12 ans. C'est inadmissible. Ça veut dire que partout sur le territoire français, on a pu avoir des politiques à grande échelle pour construire des réseaux de collecte, d'assainissement. On n'a pas donné la possibilité à mon pays de pouvoir avoir une vision qui ne soit pas la vision de 34 communes collées les unes à côté des autres. Et nous en payons aujourd'hui le prix cher. Nous en payons aujourd'hui le prix cher. Faire autant d'eau venir du nord pour aller alimenter le sud, ce n'est pas normal. Alors que moment le nord qui a payé de l'eau aussi cher, je pense qu'un petit verre de m'aurait fait du bien dans votre émission. Tout ça pour dire qu'il y a une rupture de solidarité, et ce combat, je le mène au niveau des instances nationales, parce que je considère que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion ont fait l'objet d'une discrimination qui fait qu'aujourd'hui, nous devons assumer près de 50 ans de non-implication des acteurs publics dans une question qui est une question éminemment publique. Le droit à l'accès à l'eau est un droit constitutionnel, M. Larouché. Et quand dans un pays, nous payons à près de 5,20 € du mètre cube l'eau la plus chère quasiment de France, je considère qu'il y a une rupture de solidarité. Et là, moi, entre en marronnage pour que rupture là cesse. Donc nous devons avoir un droit à réparation. Il y a 2 ans, j'ai pu gagner avec les membres du comité de bassin ce qu'on appelle un programme exceptionnel d'investissement qui nous a permis de manière historique de réaliser près de 32 millions d'investissements dans le domaine de l'assainissement. Prêcheur, Bellefontaine, Saint-Pierre, d'Isaac, 2 stations, Taupinière et d'Isaac. Robert, près de 12 millions d'euros pièces à Pontaléry. Saint-Esprit, il fallait refaire la station, on a fait les études. 32 millions d'euros. Nous avons gagné une subvention de 12 millions d'euros quand ce qu'on appelle la solidarité au travers de l'Office national de l'eau des milieux aquatiques nous en accorde près de 14 pour tout l'outre-mer. Il a fallu que ce scandale cesse et nous travaillons aujourd'hui pour qu'on aille au-delà des questions d'assainissement et qu'on ouvre la porte de l'eau potable. C'est le combat de Serge Letchimy à la région, c'est le combat de Toto Lurel en Guadeloupe. Il faut pouvoir réhabiliter les Martiniquais dans leurs droits et dire que ce qui fait qu'aujourd'hui, notre gestion est si difficile, contrairement à ce que vous avez insinué, ce n'est pas tant qu'il y ait des acteurs privés, parce qu'il peut y avoir des acteurs privés, mais c'est que pendant 50 ans en Martinique... Ce sont des grosses... Ce n'est pas des acteurs privés, Laouché, ce sont des grosses multinationales. Je connais. Souffrez. Est-ce que ce sont des grosses multinationales, oui ou non?
Je vous demande... le focus en multinational, pas qu'à faire comment, pas qu'à assumer... Qui sont très puissantes. Monsieur Laouché, le et qui vous dictent leurs lois, en réalité. Encore une fois, c'est la question d'affirmation politique. Chômer, dicter la loi multinationale qui fait que nous gagnons un programme exceptionnel d'investissement de 32 millions d'euros. Mani puissance là tout ça. À un moment donné, il faut avoir la détermination de l'engagement politique que l'on a. Et moi, j'ai en tête ma première réunion interministérielle à l'époque, c'était Mme Kosciusko-Morizet, qui était ministre de l'Environnement. Et j'ai, au-delà même d'avoir une attaque, d'avoir une exigence, mais savoir aussi des instruments, j'en ai conclu en disant que s'il s'agissait d'assumer une solidarité entre nègres, qu'il l'assume. Ben voilà, à des moments, il faut pouvoir hausser le ton, frapper du poing, pour démontrer sa détermination. Alors, je ne dis pas que les choses sont faciles, je dis qu'aujourd'hui, pour résumer la situation, M. Laouché, contrairement à ce que vous pensez, la multinationale est dans sa fonction et elle le restera. Attendez, c'est bien ce que je vous dis. C'est bien ce que je vous dis. C'est qu'est-ce qu'on met en face? Est-ce que tu mets un Moloch en face? Et ça peut arriver. Ou est-ce que tu mets des hommes déterminés en face? Et cela est nécessaire. Et malgré ça, nous aurons des combats à prendre. Le combat de l'eau est un combat pour moi qui est essentiel. Il n'est pas normal que ma grand-mère paie 1 mètre cube d'eau à 5,20 €. Et je considère que de ce point de vue-là, la France nous doit des comptes, l'Europe nous doit des comptes. Et les élus martiniquais doivent être unanimement rassemblés au-delà des chapelles. Comment la France nous doit des comptes? Bien sûr, parce que quand en France, on applique des lois qui permettent au territoire de se développer, de s'aménager, parce que la question de l'eau n'est pas une question d'ouvrir un robinet. C'est comment j'aménage, comment je crée de la pertinence. Où est-ce que je Vous m'avez expliqué que c'est les Martiniquais qui gèrent l'eau. Pas du tout, c'était des communes, monsieur Laouché. Les communes, c'est des Martiniquais. Vous parlez comment ça m'a là? Mais j'ai compris. Vous parlez comment ça m'a là? Il y a un pouvoir politique. Vous parlez comment ça m'a là? Écoutez 2 secondes, ça m'a là. Mais attendez, écoutez-moi tout. Écoutez-moi 2 secondes. Écoutez-moi tout anti-bagaille. Même bagaille qui arrive puis gloire, puis river et puis énergie renouvelable là, puisque ce sont les élus martiniquais qui ont la maîtrise. Mais non, je t'explique. Oui. En France, dans les années 50, les gens prennent la décision de mutualiser les besoins en eau. Et on crée ce qu'on appelle des agences, qui sont des mammouths, qui gèrent pour certains, il y a 12 agences de l'eau qui gèrent toute la France. Ce qui fait qu'on a pu, à l'échelle, non pas d'une région, mais de plusieurs régions, apprécier les enjeux, porter les investissements, apporter du confort aux gens et du coup avoir des réseaux qui sont performants. Cela n'a pas été fait en Martinique. Alors pendant qu'à l'échelle des territoires comme la France, on rationalisait les investissements sur l'eau, en Martinique on a fait l'inverse. C'est chaque petit mec qui était besoin de l'Oboraili qui était qu'à tirer en bout de robinet. Donc résultat des courses, 50 ans après, on se retrouve avec des Martiniquais qui exigent d'avoir un service à l'eau qui est performant, qui se retrouvent parfois avec des réseaux... Est-ce que la SME est une société martiniquaise qui se retrouvent parfois avec des réseaux qui sont au milieu de leur salon, qui SME, qui KSM, ces mêmes problèmes-là. Les moyens émissaires en mer qui a coûté 6 millions d'euros. Qui m'a payé? Ce sont des gens qui gagnent énormément d'argent. Ils gagnent énormément d'argent dans le monde et en Martinique aussi. Ta démonstration... Moyennant quoi, le réseau n'est pas... En France, pour le transport de l'eau, on perd environ 20%. En Martinique, c'est près de 60%, me dit-on. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait... J'en sais rien. On n'a pas fait les investissements nécessaires. Je te prends un exemple très simple. Et tu sais, il ne faudrait pas que ceux qui me regardent et qui m'écoutent s'imaginent que je suis un défenseur. Pour ma part, Daniel Chaumet est pour une gestion publique de l'eau. Au moins, les choses sont claires, elles sont claires pour tout le monde. Même si je sors de ma réserve de président de comité bassin. Et pour tout le monde. C'est-à-dire une seule agence ou pas? Je suis favorable à une gestion publique de l'eau, même si je suis président de comité de bassin, que tu me fais sortir de mon droit de réserve. Mais il ne faut pas non plus maquiller un certain nombre de sujets pour aboutir à des conclusions faussées. Pourquoi? Parce qu'on tirera les mauvais bilans et on ne portera pas forcément les bonnes actions. Je considère que le tort principal, je n'ai pas dit que c'est le seul, même si on peut critiquer l'appétence des privés, si on peut aussi critiquer l'appétence des privés, je peux aussi, dans certaines conditions, critiquer ce qui parfois était des renoncements du public. Je dis que principalement, ce qui, de mon point de vue, est la cause de ce problème sur l'eau, est que nous n'ayons pas pu bénéficier de ce qu'on appelle la solidarité. Ce qui était un droit pour chaque citoyen. Très bien. Qu'on ait laissé des communes porter des projets d'équipement d'eau, quand sur le territoire français, c'était des régions adossées les unes aux autres qui mettaient de la rationalité. Faire qu'à Chelcher, historiquement, Bertrand soit allé chercher l'eau à Saint-Joseph,
pour garantir de l'eau chez le Chérois, plutôt que de la prendre à côté de son voisin Foyalais qui était Aimé Césaire. Donc voilà l'absurdité. L'absurdité de qui? Des réseaux, parce qu'on avait 34 communes et 34 compétences. Donc il n'y a pas de ce qu'on appelle de synergie, il n'y a pas de vision commune entre là où on produit et là où on distribue. On n'a pas eu cet instrument-là. Aujourd'hui, on a 4 syndicats, c'est très bien, le SIGM, l'ACASEM, le SCCNO, le SCNA, on a Morono Rouge qui est tout seul. Je milite fortement pour qu'il y ait un seul syndicat. Je milite pour qu'il y ait un seul syndicat pour qu'on rationalise encore plus nos investissements. Mais ce que j'appelle la cause historique, là, de notre problème sur l'eau, n'est pas tant le fait qu'on est contractualisé avec des privés. C'est pas tant cela. C'est que nous n'avons pas eu les moyens de faire autrement par une politique globale. Bien. On va aller sur... Alors, la géothermie, on a bien compris ce que c'est. C'est la chaleur de la Terre qui va produire l'électricité. Non, mais c'est important. On va peut-être revenir sur l'eau après. Alors, l'énergie des mers, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut créer de l'énergie à partir de la mer? Est-ce que notre mer se prête à ça? Ou bien est-ce qu'il faut des vagues plus grosses? Est-ce qu'il faut des mouvements plus importants? Est-ce que nos mers, nos océans, Caraïbes et Atlantiques, se prêtent à ça? En fait, nous avons une chance remarquable, c'est d'avoir... sur 1000 km², autant de potentiel. Vous avez parlé d'éolien. Vous en avez le dire 1100, parce qu'on est déjà petit. Qu'est-ce que j'ai dit? 1000, donnez-nous ça supplémentaire. Ah oui, c'est ça. Vous savez, le physicien, il a le défaut de parler de ce qu'on appelle en ordre de grandeur, ce qui lui permet d'avoir une échelle qui est significative et compréhensible de chacun. Donc ça permet de ne pas avoir de chiffres trop précis. Donc quand je dis 1000, ce n'est pas 1100, je sais très bien, je vous l'accorde. Donc sur un territoire de notre taille, d'avoir une telle variété, c'est le plus important de potentiel. Qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle l'énergie thermique des mers? L'énergie thermique des mers, ETM, c'est une énergie, ce qu'on appelle l'énergie de base. Alors contrairement à l'intermittent, il y a du vent, il y a de l'énergie, pas de vent, pas d'énergie. Contrairement au solaire, qui est intermittent, soleil ou ni électricité, pas ni soleil, pas d'électricité. L'énergie de base, c'est une énergie qui est produite 24 heures sur 24. Comment? Non pas par les vagues. Comme la géothermie alors. Comme la géothermie, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment l'énergie d'avenir. Pas par les vagues, pas par les marées, mais tout simplement par ce qu'on appelle la différence de température. Une température qui avoisine à peu près les 5 degrés à plus de kilomètres de profondeur et qui avoisine les 25 degrés en surface. Et qui est stable, parce que même s'il y a des courants à l'échelle de la planète, on va dire sur une année, les variations en surface et en grande profondeur sont telles près de nos côtes qu'on peut faire des investissements pareils. Et la Martinique s'est positionnée, grâce à la volonté politique de la collectivité régionale, la Martinique s'est positionnée pour rendre possible l'émergence de projets pareils. Mais ce n'est pas la région qui va faire l'acquisition d'un instrument pareil. Mieux encore, ce n'est pas la région qui va l'acheter. L'instrument, le démonstrateur, coûte près de 300 millions d'euros. La subvention obtenue, c'est près de 72 millions d'euros par la Banque européenne d'investissement, qui a considéré qu'il y avait à la fois la fiabilité de la ressource, mais aussi la viabilité des acteurs au travers de notre SEM pour accompagner ce qu'on appelle des exploitants confirmés qui viennent s'adosser à nos projets, apporter des moyens et faire à terme que la Martinique soit, on va dire, la base arrière du développement de cette technologie dans la Caraïbe. Un chiffre, nous payons à peu près le mégawatt, 400 € du mégawatt. L'énergie thermique des mers, c'est à peu près 420, ils disent 450 € du mégawatt. À Barbade, à côté de nous, Barbade, pour produire l'électricité et le pétrole, c'est Bougajac a payé 550 € du mégawatt. Ça veut dire que l'énergie produite à Barbade avec du pétrole coûte plus cher que l'énergie qui sera produite au large de Bellefontaine avec... Barbade ne produit pas de pétrole. Ne produit pas de pétrole, mais il en achète pour pouvoir produire l'électricité. Il faut que ce soit bien clair. Donc si j'ai fait un lapsus, ça coûte aux Barbadiens 550 € du mégawatt pour produire de l'électricité à partir du pétrole qu'ils achètent à Trinidad. Donc vous voyez bien que toute la Caraïbe nous observe. Et tout l'enjeu pour la collectivité régionale, c'est de rendre possible ce projet, mais c'est de positionner des jeunes martiniquais. Donc nous travaillons à des conventions pour que des lycéens martiniquais aillent dans les meilleures écoles demain d'énergie renouvelable, qu'ils se forment à ces défis technologiques, qui est énergie thermique des mers, qui est géothermie, qui est biomasse, qui est éolien, pour que nous vraiment déployions un savoir-faire exportable. Et c'est ça ma vision. Ce n'est pas uniquement adosser telle technologie. Ce n'est pas une succession de technologies, M. Laouché. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus ambitieux que ça. C'est véritablement garantir l'autonomie, en faire un levier de développement et aller conquérir
de l'activité en dehors de mon pays, devenir un producteur de savoir-faire, de connaissances. Je n'ai de cesse de le répéter. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une mutualisation de la dépense avec les autres pays de la Caraïbe pour l'énergie thermique des mers? Est-ce qu'on peut imaginer un investissement commun, Dominique, les pays les plus proches de nous, Sainte-Lucie, pour qu'on puisse essayer de faire quelque chose ensemble? Vous dites que c'est cher. Ce sont des vrais sujets, ce qu'on appelle une coopération fonctionnelle. Nous avons, l'an dernier, en 2013, pour la première fois, fait ce qu'on appelle la conférence sur la transition énergétique de la Caraïbe. Je me rappelle. Et c'est un moment majeur, historique, parce qu'il a quand même rassemblé des ministres de l'énergie de toute la Caraïbe, des premiers ministres de certains. Et c'est la première fois qu'entre Caribéens, on s'organisait à ce point pour construire une stratégie caribéenne. Et vous le dites, c'est très juste, l'énergie thermique des mers, ça coûte cher, alors qu'il y a un potentiel dans la Caraïbe. Nous avons d'autres sujets de coopération très importants, celui de la géothermie. Quand on fait un forage à la Dominique et qu'on permet à la Dominique d'avoir 20 MW, mais à la Guadeloupe 50 et 50, ça veut dire qu'on fait 100 pour l'extérieur, 20 pour l'intérieur. On est véritablement de la coopération. La géothermie, le sujet, c'est quoi? C'est le forage. À F1, vous vérifiez température, là, c'est près de 1 à 2 millions d'euros. Hein. Donc, il faut pouvoir, à l'échelle de la Caraïbe, c'est un des sujets qui sont posés sur la table au travers de la mobilisation du conseil régional, en tout cas du président Serge Letchimy, dans le cadre de la coopération. Comment construire une coopération fonctionnelle autour des sujets énergétiques, tant sur les questions de la recherche, parce que c'est bien beau de faire de la réglementation thermique du bâtiment, mais si la réglementation, elle n'a pas d'équivalent dans la Caraïbe, c'est pas moins qu'avant nous. Donc il faut avoir ce qu'on appelle de l'équivalence des normes, il faut avoir des ateliers de recherche communs, nous y travaillons avec l'Agence de l'énergie, il faut avoir les investissements partagés, nous le faisons déjà avec Interreg, mais il faut sans doute, au-delà de ce que le permet la législation française et européenne, concilier des stratégies de coopération caribéenne, parce que Trinidad pas déjà chaud pour la transition énergétique avec carbone pétrole, alors que Barbade plutôt assez chaud. Sainte-Lucie et la Dominique n'ont pas forcément nos moyens pour faire la transition énergétique. Aujourd'hui, parce que nous dépensons déjà, parce que nous sommes équipés comme nous le sommes, près de 150 millions d'euros, ne serait-ce que pour acheter l'électricité au même prix que l'européen. Donc vous voyez que nous sommes dans des réalités qui sont diverses, mais nous avons quand même sur ces questions-là une convergence d'intérêts qui doit nous permettre de construire, là je partage au point de vue, cette nécessité d'avoir des partenariats technologiques, financiers, industriels, économiques et surtout stratégiques sur la question de la coopération énergétique. Merci beaucoup. Vous travaillez pour que les Martiniquais puissent non plus mettre du pétrole, mais de l'électricité dans leurs voitures. C'est bien ça, les voitures électriques, c'est bien ça? J'en rêve. Vous en rêvez. Et nous le ferons. Voilà. Moi, je pensais, en vous regardant, que vous rêviez plutôt de Martiniquais qui n'utiliseraient pas beaucoup la voiture pour prendre les transports en commun, de telle façon que nous puissions avoir moins de routes à construire et de voitures à acheter. Alors, vous m'ouvrez une porte magistrale. Ah bon? Permettez de vous témoigner, quasiment faire une confession, de l'idée que je me fais de la Martinique de demain. Vous savez, j'ai un fils de 12 ans qui est né avec les téléphones portables. Vous avez combien d'enfants? Un seul. Oui. Et j'ai dû lui expliquer pendant une journée que le téléphone que vous et moi avons connu, vous savez, le gros machin avec les cadrans, ce n'était pas un jeu. Il n'arrivait pas à me croire quand je lui disais que le téléphone auquel j'avais accès, si je demandais, il fallait demander, il fallait avoir une très bonne raison de le faire, n'était pas un jeu. Ça s'est fait en moins de 20 ans. Le premier travail de mon frère, quand il était jeune ingénieur à Alcatel, c'est de me dire je vais travailler sur les mobiles. Je lui dis mais à quoi ça sert? Il me dit c'est des téléphones pour les chefs d'entreprise, pour qu'ils puissent téléphoner, tout ça. Je dis mais Patrick, mais ça sert à rien notre truc, il y a des cabines téléphoniques tous les 10 mètres, à quoi ça va servir? Nous étions en 1987, monsieur Laouché. Aujourd'hui, nous sommes, vous et moi, avec des téléphones portables. Moi, c'est Rita, moi, pour personne de Hawaï. Tout le monde a ça. Qui en classe, qui mamie, qui papa. Et d'ailleurs, tu as qu'à sonner. Je vous autorise à, non, pas du tout. Ne pas répondre, en tout cas, mais surtout à raccrocher. Et alors qu'au début de on va dire de l'histoire du téléphone, nous achetions le téléphone. C'était un marché qui coûtait cher. Aujourd'hui, vous avez remarqué que le téléphone vous est quasiment donné gratuitement. Et les stratégies, contre un abonnement. Contre un abonnement, donc ça veut dire que ce sont les prestations qui vont autour qui permettent d'avoir l'usage. Eh bien, je vous assure que je pense que demain, en tout cas la Martinique à laquelle je pense, le véhicule, peut-être ça sera la même chose. Et le véhicule électrique notamment, plutôt que de demander à chaque personne d'acheter un véhicule électrique,
Je pense que nous avons fait tellement de progrès, devons faire tellement de progrès en matière d'organisation de mobilité publique, que le monde qui est déposé, il qui prend l'auto, qui fait sa fait, puis qui est déposé. Ça ne sera pas l'objet lui-même perdra de sa valeur. Ce qui sera important, ce sera le service qu'il rend. Comme dans certaines villes de France, à Paris notamment. Et je suis résolument convaincu que c'est au travers de ce genre d'expérience-là que nous sortirons, on va dire, par le haut, on va dire, de la complexité de ce que nécessite un territoire comme le de 1100 km², avec un littoral qui est l'un des plus denses, avec un cœur de pays, avec un patrimoine remarquable qu'il faut pouvoir préserver, avec ce qu'on appelle une armature en H. C'est tout le littoral Caraïbe, tout le littoral Atlantique, et puis un grand bar en mi-temps. C'est compliqué de traverser le pays. Eh bien, il faut organiser la mobilité. Il faut que notre TCSP, il arrive à Chelcher, au pied de notre université. Il faut qu'il arrive au Robert. Il faut qu'il arrive au moins à Rivière-Salée. Pour permettre à quelqu'un de basse pointe d'avoir la mobilité, en tout cas à d'autres lieux d'activité, à moins de 5-10 minutes de chez soi. Et si nous mettons des haltes et nous concentrons des moyens qui nous permettent uniquement de faire l'aller-retour, les Martiniquais accepteront, comme dans d'autres pays, de se détacher d'un véhicule, de se détacher des charges et uniquement se concentrer sur, j'ai envie de dire, l'usage. Donc, vous m'avez permis au travers de cela de donner une vision et une vision. Et je pense qu'il faut pouvoir avoir pour faire muter notre transport. Il n'est pas normal que aujourd'hui, quelqu'un qui sort de Grand-Rivière pour arriver à Fort-de-France prête 13 €. C'est pas normal. Beaucoup pour qu'on cherche un travail, pour prendre un franc-senti, pour prendre un sandwich, les montent en l'air, il y a 30 €. Ce n'est pas qu'une question de transport. C'est une question profonde qui déséquilibre le pays. D'ailleurs, la conséquence immédiate, c'est que les territoires du Nord s'appauvrissent. Je dis, alors, les locaux descendent par côté basse de la Cuba, pour trouver un petit boutique, des locaux. C'est en péril. Si on veut reconquérir de manière beaucoup plus harmonieuse le territoire, faire qu'il y ait effectivement de l'activité, mais aussi des services. Il faut qu'on y ait un docteur, il faut qu'on y ait un instituteur, il faut qu'on y ait un pharmacien, il faut qu'on y ait équipement. Il faut pouvoir garantir la mobilité. Et je pense que le projet qui est porté par la région, avec les autres collectivités, en tout cas l'ambition de Serge sur cette question-là, a démontré que nous sommes résolument sur la bonne voie. Résoudre la question du transport, de mon point de vue, c'est encore plus déterminant que résoudre la question de la transition énergétique. Parce que c'est au travers de cette capacité à résoudre la question du transport, avec une autorité qui nous permettra d'avoir un transport public sur tout le pays, Fambourg-Sainte-Anne, prends un taxi, prends TCSP, il y a information sur les bus là ou bien les bateaux. C'est cette combinaison de possibilités organisée à l'échelle de la Martinique qui nous permettra résolument de nous réapproprier notre espace, notre tranquillité. Vous savez, on n'imagine pas les millions qui sont perdus à cause, on va dire, des embouteillages auxquels nous sommes tous soumis. Et je crois que les choix que nous avons faits, notre majorité de vraiment propulser le TCSP, le choix de mettre le transport en commun en site propre, en lien avec tous les acteurs, parce que si le TCSP part de Carrière et de Mao, si le Sud ne vient pas l'alimenter, il partira vide. Si on ne se préoccupe pas de le faire arriver rapidement à Cher, le Nord Caraïbe ne se sentira pas concerné. Est-ce qu'il va marcher le TCSP? Bien sûr. Tel que conçu, là, oui. Mais vous savez... Vous êtes confiant? Je suis confiant. Autour de vous, est-ce que les Martiniquais vous semblent confiants ou pas? Sans doute, il a manqué pendant le temps. Vous savez, c'est un projet qu'on a trouvé à notre arrivée en 2010, qui aurait dû être achevé en 2011. C'est pour la petite histoire, pour placer les choses en perspective, avec des niveaux de travaux qui ont été multipliés par 4 sous notre majorité. Bon, je ne veux pas faire de ce sujet un sujet de polémique, mais il est quand même bon de rappeler cela. Et nous sommes vraiment organisés techniquement, politiquement, financièrement, pour livrer aux Martiniquais un instrument dans les délais fonctionnels. Je donnerai un exemple, vous qui parliez de la compétence des publics. Il y a un projet équivalent, on va dire, dans la grande boucle parisienne. Bon, notre TCSP coûte près de 300 millions d'euros, plus de 300 millions d'euros. Celui-là coûte 1,2 milliard d'euros. C'est quand même 4 fois plus. Mais c'est quand même 80 personnes. 80 personnes pour conduire ce projet. Il faut faire des acquisitions foncières. Il faut mener des négociations pointues avec des privés. 80 personnes ici. Non, je te parle en France. En France, 80 personnes. 80 personnes dans le syndicat, parce qu'il faut faire des acquisitions. Et ici, c'est combien de personnes? On a trouvé un TCSP, tenir 4 mounadans. Vous tenez un directeur, un secrétaire en chargé de mission et puis un responsable de communication. Oh là, regardez bizarre. Aujourd'hui, c'est combien de qui moyen on peut mobiliser un projet de plus de 320 millions d'euros et puis 4 mounes? Ça pas sérieux. Donc, qu'est-ce que la collectivité régionale a fait? Nous avons réorienté, on va dire, une bonne partie des actions, des missions du TCSP au sein de la région pour que le syndicat mixte, plutôt que de créer une structure, plutôt que de le renforcer dans l'État, bénéficie des moyens de la collectivité technique pour accompagner un projet majeur. Donc ça, je crois que c'est en cela que nous avons sauvé le projet.
Mais au-delà de ce transport en commun, en site propre, ce qui est important, c'est tout ce qui se fera autour. Le réseau qui existe déjà à la CACEM, le réseau qui existe déjà sur l'Espace Sud, les taxicos. Pendant près de 40 ans, ces gens ont exercé une mission de service public cachée et matin, midi et soir, sans avoir un copec des acteurs publics. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. De ce point de vue, j'ai envie de dire que une génération a failli. Et il n'est pas normal qu'on ait laissé des entrepreneurs martiniquais assumer une responsabilité de service public, et je l'assume, sans accompagnement. Aujourd'hui, on va rattraper à vitesse grand V ce qui n'a pas été fait. Cela n'est pas simple parce qu'il faut donner du sens, on va dire, à l'offre de transport. Pour qu'ils s'en en Bourg-Fonsanini, ne peut pas y travailler 3 îles à 11 souhait dans le tourisme. S'il n'y a pas l'auto, il ne peut pas aller. C'est un problème de fond. Donc, permettre l'accessibilité à chacun, c'est une réparation. Mais le faire aussi en tenant compte des acteurs qui ont toujours exercé, c'est une priorité. C'est au travers de la concertation que nous menons avec le Conseil général, je le rappelle, qui est l'autorité compétente en matière de transport interurbain, commune vers Fort-de-France, mais aussi avec les EPCI, l'Espace Sud, qui a aujourd'hui une compétence en matière de transport, Cap Nord, qui n'a une compétence en matière de transport, mais qui pourquoi exercer, pour que nous organiser en offre de transport. Est-ce que c'est bien parti? C'est bien parti. On me dit que l'Espace Sud traîne des pieds et qu'il vous faut absolument tout le monde. Vous savez, je ne veux pas porter de jugement hâtif comme ça. Vous savez, il y a 3 ans que nous travaillons, depuis 2011, depuis la nouvelle majorité au Conseil général, que ça a été rendu possible malheureusement, à ce qu'on appelle la réforme du transport. La région Martinique, en tant que région, n'a pas de compétences en matière de transport. Par contre, vous l'avez bien compris, et les auditeurs le comprendront, que permettre aux gens de se déplacer à un prix raisonnable et efficacement, ça devient un enjeu économique, ça devient un enjeu écologique, ça devient un enjeu d'aménagement. Donc nous sommes au cœur de nos missions. Mais nous avons commencé à échanger avec le Conseil général. Ça s'est très bien passé. Nous avons élargi aux EPCI, la CACEM, l'Espace Sud, Cap Nord à l'époque, qui n'était pas encore une communauté d'agglomération, ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore la compétence transport. Tous, je tiens à le dire, ont toujours participé. Et les élus et les techniciens. Et c'est d'ailleurs le fruit de ce travail qui nous a permis d'arriver en congrès en juin 2013, cela ne vous a pas échappé, et d'avoir une position unanime. Hein? Ce n'est pas comme cela avait été fait à une époque où on avait voulu prendre une habilitation en matière de transport, c'est-à-dire donner aux Martiniquais des compétences pour créer une autorité unique, pour créer un périmètre unique, pour réguler les conditions dans lesquelles on va dire quelqu'un devient transporteur ou pas, sans se préoccuper de la volonté des EPCI tels que la CACEM, l'Espace Sud. Nous avons fait tout l'inverse. Nous avons d'abord commencé par dialoguer avec eux, travailler à tous les aspects financiers, complémentarité des réseaux, stratégiques, politiques. Et c'est quand nous avons, on va dire, suffisamment de matière que nous sommes allés en congrès en juin 2013, que les élus martiniquais, à l'unanimité, ont fait le choix de dire que ce ne sont pas 577 députés qui vont traiter la matière du transport en Martinique, parce qu'ils ignorent que derrière un transporteur, il y a un véhicule, derrière un véhicule, il y a un chauffeur, ce qui n'est pas le cas en France. C'est notre réalité. Et qu'il nous appartient d'avoir un droit, une législation qui est faite pour répondre à cette situation-là et aussi faite pour répondre aux enjeux de la mobilité de la Martinique. Donc c'est ainsi qu'en 2014, le Conseil régional, en accord avec le Conseil général, a pu prendre, comme dans le domaine de l'énergie, ce qu'on appelle une habilitation pour avoir la capacité à adapter la règle ou fixer la règle dans un certain nombre de matières. Créer une autorité unique, petit a, c'est ce que nous avons fait. Créer un périmètre unique, petit b, parce que c'est bien une autorité, mais il faut la disperser. Petit b, nous fait. Et aujourd'hui que nous avons créé ces autorités, poursuivre le dialogue pour régler toutes les questions afférentes. La gouvernance, comment va être représentée chaque partie du territoire. Parce que si certains étaient compétents, il est hors de question, et nous devons les comprendre, ils ont raison, que leurs exigences vis-à-vis de leurs usagers soient moins bonnes. Donc ils doivent avoir l'assurance de la préservation de leurs intérêts. La question financière. La CACEM aujourd'hui paie 40 millions d'euros pour offrir sa prestation de transport. Elle n'a que 27 millions de recettes. Quand on mettra l'Espace Sud, c'est autant. Cap Nord, c'est un désert d'organisation, on va dire, mutualisée. Donc nous aurons des dépenses. Mais il faudra penser, quelle fiscalité? Une fiscalité écologique, pourquoi pas vous parler de véhicules électriques? Peut-on faire rentrer 20 000 véhicules par an en Martinique sans se préoccuper de leur traitement? Moi, je fais partie de ceux qu'il faut qu'il y ait une responsabilisation en amont, en aval, tout au long de la vie du véhicule. Trouver des solutions. Ni le Fiat,
faire en sorte que, en partie... Alors, le PCI, c'est l'établissement public, commercial et industriel, hein, l'EPIC, d'accord? Et vous venez d'utiliser un autre sigle, là? Alors, les EPCI, c'est l'ACASEM, pour faire simple, oui. Cap Nord et l'Espace Sud, qui sont des ce qu'on appelle des communautés d'agglomération et qui ont une compétence en matière de transport. Donc, nous travaillons avec ces partenaires qui ont des compétences en matière de transport pour que tous leurs intérêts, mais aussi les enjeux d'investissement à venir, soient préparés et que de manière très apaisée. Je pense que cette action n'est... Aujourd'hui, c'est Serge Letchimy qui préside la région, c'est très bien. J'espère qu'il présidera la CTM demain, vous l'imaginez. Cette initiative, ce n'est pas l'initiative pour le PPM, c'est pour le pays. Et moi, j'exhorte chacun de mesurer l'intérêt qu'il y a aujourd'hui, l'urgence qu'il y a aujourd'hui, à offrir aux Martiniquais, les acteurs économiques en ont besoin, les usagers en ont besoin. Maman, moi, qui a été interviewé, s'il est descendu Cora, il faut qu'il descende de Fort-de-France s'il est pas en bus. Mon père a 70 ans aujourd'hui, il peut l'amener en voiture. Je ne suis pas certain qu'il puisse se faire dans 10 ans, 15 ans. Il y a une urgence d'offrir aux Martiniquais un service de transport public terrestre et maritime, je dis bien terrestre et maritime sur un transport public. Et puis la nouveauté, c'est que nous avons considéré qu'il y avait d'autres types de transporteurs qui méritaient que l'on prête une vigilance toute particulière, et je tiens à le dire. C'est les transporteurs de marchandises. Et nous avons, dans le cadre de notre habilitation, tenté de vouloir réglementer ou réguler ce qui peut être la question du transport de marchandises. Souvent, nous avons été confrontés à des questions de blocage, vous et moi-même, d'autres dans leur temps, par rapport aux défiscalisations qui servaient certains, mais qui ont fait qu'en Martinique, nous avons une suroffre en matière de transport de marchandises, notamment de matériaux. Il faut que l'on arrête de fiscaliser pour n'importe qui ou pour n'importe quoi. Et sur un territoire, justement, où l'homme ou l'enfance pas ni marché, qu'il en Allemagne, en Belgique, les boucles ici, et puis matériaux est là, et puis l'auto est gagé, en tout cas camion gagé, quand il a gagé le camion là, il faut qu'on ait une vigilance de régulation des acteurs. Donc c'est ce que nous permettra de faire l'habilitation en matière de transport. Et je sais que nous porterons des réponses qui étaient attendues depuis très longtemps, je dis bien qui étaient attendues depuis très longtemps, à cette catégorie de socioprofessionnels, notamment pour en accompagner certains à la cessation d'activité, des bouts 85 ans, 80 ans qui conduit camion. Il faut pouvoir mettre un peu d'humanité dans notre action, accompagner ceux qui le doivent, mais surtout réguler, parce qu'on veut faire un Grand Saint-Pierre, mais s'il y a 500 rotations entre Fort-de-France et Saint-Pierre, on aura du mal à valoriser les routes du littoral caraïbe. Donc, organiser l'évolution du transport de demain. Vous avez 3 minutes pour me parler de biodiversité. Vous êtes le président du un vrai sujet, un sujet auquel Serge Letchimy était très attaché. D'ailleurs, son premier acte politique en tant que député, c'était ce fameux amendement Letchimy, voté à l'unanimité, qui reconnaissait, on va dire, le caractère exceptionnel de notre biodiversité martiniquaise, caribéenne, et cela nous donnait à la fois une responsabilité vis-à-vis de l'humanité, mais aussi de génération. Qui sait si demain, on va dire, les maladies, les remèdes aux maladies émergentes, que sont le sida, le cancer, le diabète, ne trouveront pas leur résolution dans ce qu'on peut appeler le génie biologique, le génie moléculaire, de ça qui est à côté de nous. Donc, il faut pouvoir avoir une action forte en matière de biodiversité. Nous avons puissamment pris ce champ-là en travaillant sur plusieurs axes. La connaissance. Nous créons un observatoire de la biodiversité. Si nous ne sommes pas en capacité d'observer et de connaître, nous ne pourrons pas préserver et valoriser. Donc, de grands chantiers, nous créons notre premier observatoire martiniquais de la biodiversité. Nous travaillons fortement sur les enjeux de préservation. Il y a 3 projets auxquels je suis très attaché qui verront enfin le jour. La création de la première réserve marine régionale aux prêcheurs. Nous allons préserver du littoral, mais aussi des enjeux remarquables. La réserve de Génipa, qui est le plus grand tenant de mangroves de la Martinique. Et l'extension de la réserve de la Caravelle, terre-mer, ce qui nous permettra d'avoir un réseau de réserves où des foyers de biodiversité pourront être encore, on va dire, préservés. Et puis, au travers de la biodiversité, c'est vrai qu'il y a la connaissance, mais il y a tout ce qui peut être les valorisations. Nous travaillons beaucoup, on va dire, on nous parlait tout à l'heure, avant notre antenne, en aparté, de notre réjouissance à avoir redécouvert ce qu'était à nous-mêmes notre café. La Jamaïque vend un des cafés les plus chers au monde, le Blue Mountain. La Réunion vend le même, le Bourbon. Ils ont un point commun, c'est qu'ils sont tous issus d'une fève historiquement issue de la Martinique, le fameux déclieux introduit en 1792 en Martinique. Nous l'avons retrouvé. Nous l'avons retrouvé parce que nous l'avons d'abord cherché. Et il s'agira de nous inscrire dans des filières d'excellence en matière de café. Le chocolat, pareil. À l'époque de Louis XIV, c'est pas moi qui le dis, c'est les livres d'histoire qui le disent. Les chocolats les plus réputés
étaient issus de la Martinique. Eh bien, nous réintroduisons le fameux territoire, le créolio. Nous sommes avec le parc aujourd'hui en lien avec le PARM, qui est le pôle agroalimentaire régional de Martinique, qui travaille sur toutes les questions d'agrotransformation dans un projet qu'on appelle Valcaco. Ça me permet de féliciter tout le travail qui est fait par cette équipe, qui est présidée par Elisabeth Landy. Tout un travail autour de la valorisation du cacao, extrêmement important, avec des agriculteurs, avec le PNRM qui accompagne les reconquêtes d'anciennes cacaoyères, avec le PNRM aussi qui fait des chantiers d'insertion. Aujourd'hui, nous allons planter près de 20 000 pieds, relancer la filière avec des professionnels, je ne vais pas les nommer, Elo, Lozéa, nous nommons, qui pourront exporter l'excellence des produits martiniquais. Et c'est ça les enjeux de demain. Donc ça aussi c'est de la biodiversité. Reconquérir de la valeur ajoutée sur des filières qui nous permettent de concentrer localement la richesse et le savoir-faire, ce sont des stratégies qui à terme doivent nous intéresser. De même que nous travaillons sur les questions des plantes médicinales. Pas plus tard que la semaine prochaine, une association que nous accompagnons, la Varnam, va co-signer avec des universités cubaines sur des travaux que nous avons engagés à notre initiative pour valoriser des principes actifs, c'est-à-dire valoriser le génie qu'il y a dans des espèces. Alors on ne va pas en parler, c'est des choses qui sont, on va dire, relativement secrètes, en tout cas techniquement, mais politiquement c'est majeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons de vraies perspectives en matière de valorisation de biodiversité pour construire, on va dire, des filières, pour donner de l'espoir aux Martiniquais, pour qu'on investisse notre nature, notre culture, parce qu'il y a, de mon point de vue, un lien intime entre nature et culture. Et puis j'ai envie de dire, tout simplement, pour nous rapproprier nos espaces, nous travaillons avec la réhabilitation du Grand Saint-Pierre, qui est un programme majeur, à la fois touristique, culturel, mais qui nous permettra en tant que PNRM, en tant que parc, de lancer cette année, en tout cas en 2015, le chantier de l'aménagement de l'aileron, qui est le fleuron, on va dire, de la montagne Pelée, en tout cas la montagne Pelée étant le fleuron de la Martinique, accueillir enfin plus de 40 000 visiteurs par an dans des conditions décentes, avec des visites en VTT, avec de l'hébergement, avec de la découverte, et redynamiser tout ce qu'on peut appeler le tourisme de pleine nature du Grand Nord, avec ce qu'on appelle le grand sentier de randonnée, sur lequel nous sommes déjà en train de travailler avec le Conseil général, pour faire 40 km de traces en pleine nature, partant d'Absalon et arrivant jusqu'à Grande-Rivière. Donc ça veut dire que les perspectives sont immenses, et je pense que les Martiniquais auront le plaisir et le loisir de vérifier que ce que nous disons, nous le faisons. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttelevision.com, qui nous écoutez sur FM+, 88.9, bonsoir. Merci de votre fidélité. Nous avons conversé avec M. Daniel Chaumet, qui est président de la commission développement durable, transport et énergie du Conseil régional de la Martinique. Il est également président du Parc naturel régional de la Martinique. Nous avons découvert pendant l'entretien que vous étiez également président du comité de bassin. C'est bien ça? De l'eau. Mais fiche que vous êtes président. Hein? Ben nous cherche et nous trapper. Je suis l'un des rares, et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je suis l'un des rares à la région qui n'ait qu'une seule commission. D'accord. Et ce qui me permet de, parce que je suis dans d'autres fonctions, d'aller ailleurs. Par contre, tous les autres conseillers régionaux sont tous dans d'autres commissions. Vous n'avez pas de terminale au lycée? Oui, j'en ai une et c'est un plaisir pour moi. Vous arrivez à concilier tout ça? Je n'ai jamais autant aimé enseigner que depuis que je fais de la politique. Ça me permet de m'isoler et d'avoir un autre rapport aux autres. Vous êtes souvent absent à l'école? Rarement. Rarement. Bon. Rarement, et toute absence justifiée, toute absence rattrapée. C'est un principe, vous savez, l'exemplarité, c'est ça. Alors, il m'arrive, c'est vrai, au mois de septembre-octobre, d'être absent parce que c'est des moments où on est happé par des dialogues de gestion à l'extérieur. Je me fais un principe de rattraper au-delà même de ce que doit mon absence. Et puis j'ai envie de dire, ma rémunération, c'est la réussite de mes élèves. Merci beaucoup. J'y suis attaché. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci infiniment. Merci à vous. Merci.